On va voir ensemble le chapitre sur les transformations nucléaires. Dans le PDF que vous avez sur Pronote, vous pourrez aller voir la vidéo en cliquant sur le lien, surtout l'historique de la découverte de la radioactivité, notamment avec Pierre et Marie Curie, mais pas que. Donc je vous laisse aller le visionner. En petit rappel, par rapport au noyau, ce que vous avez déjà vu précédemment, c'est que ça c'est la représentation symbolique. Ici, on met le symbole de l'atome. En haut, le nombre de masses, le nombre de nucléons. En bas, le numéro atomique, le Z, le nombre de protons. Le nombre de neutrons, c'est égal à A moins Z, le nombre de nucléons moins le nombre de protons. Ça, vraiment, c'est un classique. Un élément chimique, en fait, il est caractérisé par son numéro atomique Z. Donc, tant que vous étudiez une entité qui a le même numéro atomique, il appartient au même élément chimique que cette entité, soit atomique ou ionique. Un atome est caractérisé par son Z. Deux isotopes sont deux noyaux qui ont le même numéro atomique, mais des nombres de nucléons différents. Donc, a fortiori, un nombre de neutrons différents. Ici, vous avez les trois isotopes connus de l'hydrogène, qu'on appelle l'hydrogène H11, le deutérium, où ici, en fait, vous avez deux nucléons, et le tritium, où vous avez trois nucléons. Donc là, le symbole, ce serait 3, 1, 2, 1, 1, 1. Parfois, ici, au lieu de mettre H, on met 2, et au lieu de mettre H ici, on met T pour tritium. Concernant la stabilité et l'instabilité des noyaux, vous avez vu en seconde, lors d'un TP, que quand on a à peu près le même nombre de protons que de neutrons, le noyau il est stable. C'est-à-dire que deux protons qui se font face. Bien, en fait, avec l'interaction électromagnétique, ils se repoussent. Deux charges plus se repoussent. Et donc, entre ces protons, on va avoir des neutrons. C'est comme si ça faisait un peu tampon entre les deux, quoi. C'est comme la Suisse, c'est neutre, ça les cache. Et donc, quand on a à peu près autant de neutrons que de protons, c'est stable. Cependant, quand il y a un peu trop de l'un ou de l'autre, on observe une instabilité du noyau. Un noyau instable, c'est un noyau qui va chercher à se stabiliser en émettant une particule, ce qu'on va voir dans le cas de la radioactivité. Donc, dans la nature, la plupart des noyaux sont stables, mais si le noyau a un excès de protons ou de neutrons, c'est dans les deux sens, il est instable et il va se transformer en noyau plus stable. Il est dit radioactif. On fait l'activité numéro 1 sur les types de radioactivité, que vous pouvez aussi trouver sur le Drive ou sur Pronote. Donc on vous dit qu'il existe des milliers de noyaux différents, pour la plupart radioactifs, c'est-à-dire susceptibles de se transformer spontanément à plus ou moins brève échéance et en émettant une particule. Les particules, elles sont de trois types. On a la radioactivité alpha, la radioactivité bêta, moins la bêta plus, d'accord. La radioactivité alpha, ça correspond à l'émission d'un noyau d'hélium 4,2. La radioactivité bêta-, ça correspond à l'émission d'un électron. Et la radioactivité bêta+, à l'émission d'un positron ou positron. Ici, vous avez un diagramme NZ où on a représenté des noyaux en fonction de leur nombre le nombre de neutrons et le nombre de protons. Et on vous dit que sont en gris les noyaux stables, en jaune les noyaux qui vont se désintégrer en émettant un noyau d'hélium, en rouge les désintégrations bêta-, en bleu les bêta+. Au niveau des questions, sur le diagramme, identifiez les isotopes stables et les isotopes radioactifs du plomb. Donnez la représentation symbolique manquante. Donc tout ce qui est stable, on a dit que c'était en gris. Ici, vous avez tous les plombs. Donc vous voyez, on a le même Z, on a Z égale 82. Tous ces plombs-là sont stables. On a un plomb ici qui est instable et on a un trou entre les deux. Et on veut chercher, ce qui manque. Le Z, c'est forcément 82, vu qu'on est ici. Et là, vous voyez qu'on était à n égale à 127. Du coup, la représentation qui manque, du plomb 209,82. Alors pourquoi 209? Parce qu'on vient de voir qu'il y a 127 neutrons. Z égale à 82, 82 protons. Or, le nombre de masse A, c'est la somme des deux. On retombe sur 209. Demandez ensuite d'écrire le symbole d'une particule alpha, le noyau d'hélium, d'expliquer pourquoi le symbole de la particule bêta-, l'électron, est celui-ci, et justifier le symbole de la particule bêta+. Donc c'est parti. Pour la particule alpha, on la représente comme ça, un noyau d'hélium.
donc 4,2. Pour la particule β-, c'est un électron. Un électron a une masse négligeable, si vous vous souvenez bien. Son nombre de masse est nul. Ici, c'est le nombre de charges. Un électron chargé -1. C'est logique. Après, un positron, il faut le voir comme l'opposé d'un électron. Il a donc une masse nulle, comme pour l'électron. Et comme c'est positif, au lieu que ce soit une charge -1, c'est une charge +1. Après, on vous disait que l'isotope 207 du plomb peut être le produit de 3 désintégrations radioactives en utilisant les lois de conservation des réactions nucléaires, les lois de Soddy, déterminer les noyaux radioactifs pouvant produire le plomb 207 par chacun des types de radioactivité du document 2. Les lois de Soddy, en gros, elles vous disent que quand vous avez une équation de radioactivité, de chaque côté du égal, il faut que en haut, ce soit le même nombre, en bas également. On va voir ça de suite. Le bismuth 207, il est radioactif β+, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se désintégrer en émettant un positron. Et on va voir que le bismuth 207 se désintègre pour donner le plomb 207. Également, le tellure, qui est ici le tellure 207, il est radioactif β-, il va pouvoir se désintégrer pour donner le plomb 207. Enfin, le polonium, ici 211, il est radioactif alpha, il va pouvoir se désintégrer en plomb 207. Désintégration ici, donc à partir du tellure pour donner le plomb 207. Par rapport aux lois de Soddy, je vous disais que tout ce qui doit être en haut à gauche est égal à tout ce qui est en haut à droite. 207 est bien égal à 207 plus 0. D'accord? Le nombre de masses est conservé. En bas, on avait 81. Ici, on a 82 moins 1. Le nombre de charges est conservé. Okay, donc dans les lois de Soddy, vous vérifiez que le nombre de masses soit conservé et que le nombre de charges soit conservé. Ici, il s'agit d'une radioactivité β-, car on a émis un électron. Et donc là, j'aurais pu marquer radioactivité β-. Ici, on part du bismuth 207 pour aller au plomb 207. On n'a pas changé le nombre de masses. Ici, non plus. En bas, on a bien 83 qui est égal à 82 plus 1. Ici, avec un positron ou positon, on a une radioactivité β+. Et enfin, avec le polonium 211, on a bien 211 égal à 207 plus 4. Et en bas, 84 est bien égal à 82 plus 2. Ici, on a de la radioactivité de type alpha. Décrire les équations de désintégration successives se produisant à partir de l'isotope 210 du plomb et conduisant à un noyau non radioactif. On demandait également d'écrire l'équation bilan de cette chaîne de désintégration. On va retourner voir sur le graphique de quoi il s'agit. Ici, il est ici. On va essayer des désintégrations. Par exemple, si on se fait une désintégration β-, parce que vous voyez, il est rouge, on avait vu tout à l'heure qu'on allait en diagonale. Je ne sais pas si vous avez noté. Donc, si on se fait une désintégration β-, on tombe ici sur le bismuth 210. Si je refais encore une désintégration β-, parce qu'il est toujours rouge, je tombe sur le polonium 210. Le polonium 210, il est radioactif alpha, c'est-à-dire qu'il doit perdre en haut 4 et en bas 2. Si je fais ça, je tombe sur 210 moins 4, 206, 84 moins 2, 82. On tombe ici et on tombe sur un plomb qui va être stable. On écrit les équations. Équation en partant du plomb 210, on a vu qu'il était émetteur β-. Il va perdre un électron. Avec les lois de Soddy, ici on a 210 qui est égal à 210 plus 0, c'est OK. En bas, 82 qui doit être égal à 83 moins 1, on est bon. La deuxième désintégration à partir du bismuth qui a été formé, qui est émetteur β-, donne encore un électron. On vérifie que 210, bien 210 plus 0, c'est OK. Que 83, c'est bien égal à 84 moins 1, on est OK aussi. Ensuite, ce polonium formé se désintègre en éjectant un noyau d'hélium, il est émetteur alpha. Donc, quand je fais 210 moins 4, je retombe bien sur 206. Quand je fais 84 moins 2, je retombe bien sur 82. Et 82, c'est le Z du plomb. Et d'après le tableau, ce plomb-là était bien stable. Au bilan global de cette chaîne de désintégration, on va toutes les sommer. Donc, on somme tout ce qui est à gauche
et tout ce qui est à droite. Et on voit que le bismuth, vous voyez, il est de chaque côté. Donc, si j'additionne, c'est comme si ça partait. Le PO, il est de chaque côté, ça part. Ce qui fait qu'il nous reste le plomb 210 qu'on a mis là du côté gauche de la flèche. Côté droit, il nous reste 2 électrons que j'ai mis ici, le plomb 206 et l'hélium 42. Un petit schéma récapitulatif des désintégrations possibles en partant du diagramme NZ. Je pars d'un élément, enfin d'un noyau X avec A nucléon et Z protons. Il peut en fait se désintégrer en émettant un positron, en passant de là à là, donc en diagonale vers le bas. Si je vais en diagonale vers le bas, c'est que le Z ici a augmenté de 1, et donc Z plus 1. J'ai dit bêta plus, bêta moins. Donc j'ai mon élément qui va se changer en élément Y avec un même nombre de masses, mais un Z qui a été augmenté de 1 à cause des lois de Soddy. Si le Z il augmente de 1, et bien, il faut qu'à côté j'en enlève 1. Et ça c'est un électron. Et un électron, ça fait une désintégration bêta-. Donc quand je vais en diagonale vers le bas comme ici, on a du bêta-. Si maintenant je vais en diagonale vers le haut, je passe de AZX à AZ-1 Y. C'est un moins. Qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute? En haut, c'est OK. En bas, il faut que j'ajoute 1 pour que les lois de Soddy soient vérifiées. Là, c'est un positron. Donc ici, on aura un bêta plus. Et si par contre, j'ai en diagonale, de 2 cases, je passe de AZX à Y à moins 4, Z moins 2. Pour équilibrer, il faut un noyau d'hélium. Ça, c'est une désintégration alpha. Diagramme de la stabilité, donc dans le même type de diagramme que l'on vient de voir, soit N ici Z ou soit l'inverse, on voit les deux. On va classer les noyaux en stable, émetteur bêta plus, émetteur bêta moins. Et en fait, on se rend compte que le long de la bisectrice, ici, les noyaux sont stables, c'est-à-dire qu'on a autant de neutrons que de protons, ce qu'on avait dit précédemment. Donc on va distinguer une zone où les noyaux sont stables, ce qu'on appelle la vallée de la stabilité. Donc ici, en rouge, vous avez tous les noyaux qui sont stables. D'autres zones où les noyaux sont instables et se transforment en d'autres noyaux en émettant un rayonnement. On dit qu'ils sont radioactifs. Donc vous avez les émetteurs bêta plus, bêta moins, alpha, en fonction des couleurs représentées. Les noyaux contenant un gros nombre de nucléons sont instables et sont plutôt radioactifs alpha. On en voit pas mal ici. Les nucléides possédant trop de particules du même type sont instables, on aura la radioactivité bêta plus ou bêta moins. Donc je vous laisse aller voir la vidéo pour compléter. La radioactivité, on l'a déjà vu, c'est le phénomène nucléaire spontané, ça se fait tout seul, au cours duquel un noyau pair instable se désintègre en un noyau fils avec émission de particules ou de rayonnement. Alors le noyau fils, il n'est pas forcément directement stable, on peut avoir une chaîne de désintégration, comme on a vu tout à l'heure dans l'activité, où il a fallu 3 réactions avant d'atterrir sur un plomb qui était stable. La radioactivité, elle est aléatoire, spontanée, inéluctable et indépendante de la combinaison chimique dont le noyau radioactif fait partie. C'est-à-dire que par exemple, l'uranium qui soit avec un oxygène ou avec un fluor, ça ne change rien, il est toujours aussi radioactif. Et elle est indépendante de l'état physique, on a de la radioactivité, que le produit soit solide, liquide ou gazeux, ça ne dépend pas de la température et de la pression. Ça n'arrête pas la radioactivité. Les lois de conservation et lois de Soddy qu'on vient de voir. On a conservation de la charge, donc le Z, on appelle ça la charge en radioactivité. Conservation du nombre de nucléons, on appelle ça aussi conservation de la masse parce que A, c'est le nombre de masses. Et donc ici, ce qu'on a dit, le A à gauche doit être égal au A à droite. Donc A est égal à 1 moins X plus X, et en bas, le Z est égal à Z moins Y plus Y. On va se faire l'exercice 29, page 164. Observation pour compléter les réactions nucléaires suivantes. Donc ici en haut, on avait 222. Il faut que de l'autre côté, 4 plus quelque chose retombe sur 222. Pareil, en bas, on avait 86. Il faut que 2 plus quelque chose retombe sur 86. Donc là, on va trouver un élément.
un élément dont le Z a priori fait 84, d'accord? Parce que 84 plus 2, on tombe bien sur 86, et là on voit dans les données que c'est le polonium. En haut, 222, c'est bien égal à 218 plus 4. En bas, 86, c'est bien égal à 84 plus 2. Ici, on a un type de radioactivité de type alpha. Est-ce qu'on a un noyau d'hélium qui a été produit? Ici, on envoie un noyau d'hydrogène sur un noyau de lithium. Ça donne de l'hélium, radioactivité alpha, plus une particule. Pour la trouver, ici, on a 7. Ici, on n'a que 4. Il en manque 3. En bas, on avait 4, on n'en a que 2, il manque 2. Un élément dont le Z égale à 2. En fait, on l'a juste à côté, c'est l'hélium. C'est un isotope, vous voyez? Là, il y a l'hélium 4, ici, c'est l'hélium 3. On a encore de la radioactivité alpha. Et je vous mets directement la correction pour les autres. Alors, vous pouvez vérifier que vous avez bon, sachant que ça, au passage, c'est le symbole d'un neutron. La charge en bas est nulle, alors que le nombre de masses vaut 1. On n'avait pas encore vu ce symbole-là. Voilà. Les types de radioactivité, on avait déjà fait un rappel en classe. La radioactivité alpha, c'est quand vous éjectez un noyau d'hélium. On l'a déjà vu tout à l'heure. Un noyau d'hélium 4,2. La radioactivité bêta-, c'est quand on va éjecter un électron. Par ici, vous avez l'équation de désintégration, mais on l'a déjà vu dans l'activité, donc je passe un peu rapidement dessus. La radioactivité bêta+, qui ne concerne que les noyaux artificiels, on va émettre un positon ou un positron, avec ici l'équation des intégrations qu'on a déjà rencontrée. La radioactivité gamma, donc quant à elle, on n'a pas une particule réellement d'éjectée, on va avoir un rayonnement électromagnétique. Donc ça, c'est le symbole d'un noyau qui va être excité, instable. Le petit étoile, là, c'est pour exciter. Et il va se désexciter en émettant un rayonnement. D'accord? C'est comme si vous, là, vous êtes tout excité, tout chaud, entre guillemets. Et là, pouf, vous vous désexcitez, vous parlez à quelqu'un, je ne sais pas, vous faites du sport. Vous retombez dans votre état normal, mais vous avez perdu un rayonnement. Par exemple, vous faites du sport, et vous avez eu chaud. Hein. Évidemment, ce n'est qu'une comparaison de vulgarisation. Donc le rayonnement, c'est une onde au même titre que la lumière, mais il transporte beaucoup d'énergie, ce qui fait que le rayonnement gamma est très dangereux. En parlant de ça, les particules alpha, la radioactivité alpha, va être arrêtée par une feuille de papier ou du verre. Donc si vous êtes en salle de classe, que dehors, il y a un nucléide qui envoie un rayonnement alpha, vous êtes protégé grâce aux fenêtres ou grâce à votre feuille de papier. Les particules bêta, bêta-, bêta+, sont arrêtées par une feuille d'aluminium ou du bois. Et par contre, les rayonnements gamma, eux, ils sont beaucoup plus embêtants parce qu'il faut des grosses épaisseurs de plomb ou de béton. Enfin, quand je dis béton, ça peut être plus de 10 mètres de béton. Et en fait, il est juste atténué, mais jamais totalement arrêté. Ce qui fait qu'il est très dangereux. On arrive sur l'exercice 33 avec encore le diagramme NZ qu'on a vu. On va identifier les isotopes radioactifs de l'argent. Je regarde le schéma, on me met qu'en gris, c'est stable, et que sinon on a du bêta-, bêta+, donc ça c'est les éléments qui vont être radioactifs. Pour l'argent, on en a là, on en a là, on en a là. Celui qui est gris, il est stable. Les deux radioactifs sont celui-ci, l'argent 208, et celui-ci, l'argent 206. Un qui fera une désintégration bêta+, et l'autre qui fera une désintégration bêta-. Et justement, on vous demande d'écrire les deux équations distinctes de désintégration radioactive menant à l'isotope stable de l'argent. Donc, qu'est-ce qui peut me produire l'isotope d'argent? On a vu tout à l'heure, il fallait aller en diagonale pour arriver dessus. On prend en diagonale, je pars de celui-ci. Je l'ai écrit là. Le cadmium va donner l'argent. Alors, il faut que je fasse quoi pour équilibrer? J'ai 107, 107, c'est OK, j'ai rien à rajouter en haut. En bas, j'ai 48, 47. Donc ici, il faut que j'ai 1. Ça, c'est un positron. On a de la radioactivité bêta+, c'est normal, vous voyez, c'était en bleu. Donc le cadmium, en se désintégrant, va donner l'argent. Maintenant, je vais aller chercher en diagonale en haut. Le palladium 107 va me donner l'argent 107. Alors, au niveau de l'équation, on a déjà 107 ici, c'est bon. Et en bas, on a 46, doit être égal à 47 moins 1.
Ça, c'est un électron. On a la radioactivité β-, ce qui est normal par rapport à ce qui était indiqué ici. On nous demande maintenant dans l'exercice 31 d'identifier le type de radioactivité alpha, bêta+, ou β-. On part du noyau radioactif, le carbone 14, qui va donner l'azote 14. On repère en haut, il n'y a pas du changement de A. S'il n'y a pas de changement de A, c'est pas de l'alpha, parce que l'alpha, ça a bougé de 4 en haut. Ensuite, on est passé de 6 à 7. Pour le faire, pour que ce soit stable, il faut qu'on ait éjecté également un électron pour faire 7-1. Donc ici, ça serait du β-. Ici, on passe de 226 à 222. On a perdu 4 en haut, on passe de 88 à 86, on a perdu 2 en bas. Ça, c'est une particule alpha, c'est un noyau d'hélium, donc radioactivité alpha ici. Après là, le A, il ne change pas, on n'est pas sur du alpha. Et en bas, on voit qu'on est passé de 79 à 78. Pour que ce soit stable, pour que l'arrêt de sodie soit vérifié, il faut que, à droite de la flèche, où j'ai le platine, j'ai également un positron. Donc on a la radioactivité β+. Ensuite, on passe du cuivre 64 au zinc 64. En haut, ça ne bouge pas. En bas, on est passé de 29 à 30. Pour satisfaire le loi de Soddy, il faut qu'on ait 30 moins 1 pour retomber sur 29. On a du β-. Et enfin ici, on passe du cuivre 64 au nickel 64. On voit qu'on a perdu 1 ici, il faut en rajouter 1, donc on est en β+. Vous avez ici le petit tableau récapitulatif. Passons à l'activité d'un échantillon radioactif. Par définition, l'activité qu'on note grand A, qui dépend du temps à laquelle on regarde, d'un échantillon qui contient un grand N noyau radioactif, c'est le nombre moyen de désintégration par seconde. L'activité, ça s'exprime en becquerel, un grand B, un petit Q. Un becquerel, c'est une désintégration par seconde, ça faut le savoir. Donc on connaît la définition et on connaît ce que veut dire un becquerel. Les exemples ne sont pas à connaître, mais par exemple le corps humain émet 8000 becquerels. D'accord? Donc nous, si on est radioactif, pourquoi tout bêtement, par exemple, on a du carbone 14. Dans l'alimentation, on absorbe du carbone 14 dans les plantes, dans les animaux qu'on mange, parce que dans l'atmosphère, en fait, il y a du CO2. Dans le CO2, il y a du carbone 12, certes en grande majorité, mais en fait, on a globalement un noyau de carbone 14 pour 10 puissance 12 noyaux de carbone 12, ce qui fait qu'on ingère des éléments radioactifs. L'eau minérale, 1 litre, 10 becquerels. Du granit, hein, il y en a pas mal en Bretagne. 1 kg, ça émet, ça a une activité de 1000 becquerels. Et 1 gramme de plutonium de 2 10 puissance 9 becquerels. Donc là, on voit effectivement qu'on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur. On va passer à l'activité 2 sur la scintigraphie. Manu, il doit subir une scintigraphie de la glande thyroïdienne. Et il s'inquiète parce que pour l'examen, on doit lui injecter une substance radioactive. Dans cette activité, vous allez voir ce que c'est que le principe de la scintigraphie via le lien que je vous laisserai aller voir. Ok, vous cliquez dessus, vous avez le PDF. On va voir est-ce que l'examen est dangereux et pendant combien de temps Manu il va rester radioactif. On vous demande d'expliquer brièvement le principe d'une scintigraphie. Ça, c'était dans la vidéo. On vous disait que la scintigraphie, c'est une technique d'imagerie médicale qui permet d'explorer le fonctionnement des organes, d'utiliser un traceur radioactif et de le détecter par une gamma caméra. Voilà. Donc on prend un noyau radioactif comme le technétium qui émet des photons. Et donc en organe, on avait le cœur par exemple. On vous demandait de rappeler ce que c'était qu'un noyau radioactif. Un noyau radioactif, c'est un noyau instable. Il n'a par exemple pas à peu près autant de protons que de neutrons. Il va se désintégrer pour accéder à une stabilité au bout d'un certain nombre de désintégrations. Donnez la composition des différents noyaux d'iode. Donc vous avez l'iode 120, 123, 137 et on vous donne le numéro atomique et on vous demande comment se nomment les différents types de noyaux. Donc là déjà, ce sont des isotopes. Hein, ils ont le même Z mais un nombre de neutrons et donc de nucléons différents. Le 120, il a 53 protons, ici c'est le Z. Le nombre de neutrons, c'est 120 moins 53, parce qu'en la question d'après, vous demandez de donner la composition de ces noyaux. Après, l'isotope 123 a 53 protons également, mais 123 moins 53, 70 neutrons.
et l'iode 137 à 53 protons et 137 moins 53, donc ça fait 84 neutrons. On l'a dit, ce sont des isotopes, ils ont le même Z, même numéro atomique, mais un nombre de masses différent parce qu'ils ont un nombre de neutrons différent. On demande de compléter les équations des intégrations des trois noyaux d'ion, 120, 123, 137, en se référant au diagramme NZ interactif. Je vous ai fait des screens de ce qu'on avait. Et on va commencer par l'iode 120. C'est des intégrations. L'iode 120 peut donner le xénon 120, dont on vous donnait le numéro atomique. Dans ce cas-là, ça émet un électron, hein, pour conservation ici de la charge. Le 123 est émetteur de positrons. Et donc voici l'équation. Et l'iode 137, on peut écrire une désintégration bêta plus également. Compléter le tableau suivant, sachant qu'à chaque fois que l'on atteint le temps correspondant au temps de la demi-vie, l'échantillon perd la moitié de ses noyaux. La demi-vie d'un noyau radioactif, vous l'avez déjà vu en enseignement scientifique de première, hein. C'est la durée qu'il faut pour que la moitié des noyaux d'un échantillon radioactif macroscopique se soit désintégré. Là, on vous donnait le T1,5, 13,3 heures. On avait 4000 noyaux, donc à T égale à 0, il y en a 4000. À T égale à 13,3, on a attendu T1,5, on a attendu le temps pour que la moitié soit désintégrée. Donc la moitié de 4000, c'est 2000. Ici, 26,6, bah, c'est 2 T1,5. Donc là encore, on en a la moitié qui s'en va. Donc on a dit 1 T1,5, 2 T1,5, 3 T1,5, etc. Là, il y en a encore la moitié, 500, la moitié 250, la moitié 125. On vous demandait de tracer le graphique N qu'on a trouvé ici en fonction du temps. Alors, globalement à la main, je vous l'ai pris en photo. Ça donne ça, une courbe de décroissance qui semble exponentielle, comme on en a déjà vu. L'injection a été faite à 8 heures du matin. À l'aide du graphe, détermine à quelle date T l'organisme contient moins de 10% des noyaux radioactifs injectés. 10%, c'est-à-dire que vous faites 10% de 4000, qu'on tombe environ à 400. Donc là, il fallait aller placer sur le diagramme, en faisant un produit en croix, le 400. Donc vous mesurez, par exemple, de 0 à 4000, combien vous avez mis. Enfin, j'imagine que vous avez fait une échelle spécifique, hein, donc vous la connaissez. Vous placez 400, vous allez jusqu'à votre courbe, et vous lisez approximativement combien ça vous fait. Lors d'une scintigraphie de la glande thyroïde, on injecte un isotope particulier de l'iode dans le corps du patient. La thyroïde fixe l'iode injecté par intraveineuse en 2 heures. Ça, on va le garder en tête. Il existe plusieurs isotopes de l'iode qui émettent un rayonnement gamma. Vous vous souvenez qu'il y avait une gamma caméra, donc il fait que ça émette le gamma. En se désintégrant, les graphiques ci-dessous représentent le nombre de noyaux d'iode qui ne sont pas encore désintégrés en fonction du temps. Donc en gros, c'est N, comme tout à l'heure, en fonction du temps. Pour chaque isotope, déterminer à l'aide des graphes la valeur de la demi-vie. Pour avoir la demi-vie, on se place à Nmax, on le divise par 2 et on vient lire sur le graphique la valeur. C'est le Nmax au début, on n'en a pas plus qu'au début. Après, je me suis placée à Nmax sur 2, là. Je suis allée jusqu'à la courbe et je suis descendue lire, et là, c'est le T1,5. En tenant compte de l'échelle, il faut voir combien ça vous donne. Là, on est à 20, 40, 60, 80. Donc ici, on est environ à 80 et c'était en mois, 80 mois. Après, on fait la même chose sur les deux autres et moi, j'ai obtenu environ, là, je l'ai juste fait rapidement, environ 25 secondes et ici, environ 13 heures. On vous dit que la durée de fixation est d'environ 2 heures. Et lequel est-ce qu'il vaudrait mieux prendre? Donc il vaudrait mieux prendre, d'après vous, celui qui dure 25 secondes ou 13 heures? J'ai changé, hein. J'avais inversé. Ici c'est bien en heures, 13 heures, ici c'est bien en secondes. Donc il vaut mieux se baser sur du 13 heures, parce que sinon, 25 secondes, on n'aura pas le temps de faire l'expérience, qu'il y aura déjà la moitié des noyaux qui auront disparu. Enfin, c'est pas possible.
La 80 mois, c'est bien trop important, on va se taper sur du 13 heures. Donc ça, c'est la réponse à la question 9, lequel de ces 3 noyaux semble le mieux adapté à l'examen. En utilisant le graphique tracé, détermine le temps nécessaire à la disparition complète de l'iode de notre organisme pour un échantillon de 4000 noyaux de départ. Si je reprends le graphique que j'ai tracé rapidement, bon, bah, il n'y en a plus à partir de là, et là, on serait à peu près à 1, 2, 3, 4, 5, T1,5. On retrouve un peu ce qu'on voit d'habitude. Vous vous souvenez, le 5 taux. Hein. Après, à faire avec plus de précision, si vous le pouvez, sur votre graphique. Voilà pour l'activité. Ensuite, dans le petit 2, l'activité instantanée. On peut montrer que, donc là on admet, que l'activité c'est aussi moins la dérivée du nombre de noyaux qui reste à l'instant T par rapport au temps. Mais l'activité, c'est aussi proportionnel au nombre de noyaux. La quotient de proportionnalité, on le note lambda, c'est la constante radioactive. Donc la constante radioactive, elle s'exprime en seconde moins 1. Et elle ne dépend que du type de noyau de l'échantillon. Okay, donc l'activité, ça vaut ça. L'activité, ça vaut ça. Je ne sais pas si vous le pressentez, mais on va écrire que ça vaut ça. Et on va avoir encore une fois une magnifique équation différentielle. Donc on va vers la loi de décroissance radioactive. Comme je l'ai dit, A c'est égal à moins dérivée du nombre de noyaux par rapport au temps, et c'est aussi égal à lambda fois n, ce qui fait que ça vaut ça. On l'a écrit ici. C'est une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant. On va admettre que la solution est du type n est égal à n0 exponentielle de moins lambda t. Ça ressemble à peu près à tout ce qu'on a vu. Hein. Donc c'est la loi de décroissance radioactive. Oui, comme j'ai mis aussi ici, le nombre de noyaux à t égale à 0 est appelé aussi n0 parce que c'est complètement plus pratique à écrire que d'écrire ça. Ici, vous avez n en fonction du temps. On a mis deux exemples, le carbone 14 et l'uranium. On voit que le carbone 14, bah, sa courbe décroît beaucoup plus vite. Hein. On atteint vraiment plus un nombre proche de 0 en peu de temps par rapport à l'uranium. Si on regarde le lambda, eh bien on voit que c'est représentatif. Plus le lambda est grand, plus la décroissance est rapide. Vous voyez, là, c'était plus grand pour le carbone que pour l'uranium. La constante de temps, bah, c'est l'inverse du lambda. Et elle s'exprime en secondes, ce qui est logique parce que c'était en secondes moins 1. Comment est-ce que je peux l'obtenir? Ça va ressembler à ce qu'on fait d'habitude. On va tracer la tangente à t égale à 0. Donc là, vous avez n en fonction du temps, vous avez votre courbe. Et on trace la tangente à t égale à 0. Et ici, ça coupe l'axe au point tau. Hein, c'est exactement comme ce qu'on avait fait en électricité, par exemple. Donc vous avez tau et tau égale à 1 sur lambda. La demi-vie, on l'a revu dans l'activité, notée T1,5, c'est la durée au bout de laquelle la population de noyaux radioactifs d'un échantillon macroscopique, j'insiste là-dessus, a été divisée par 2. Donc à T1,5, le n qui vous reste, c'est le n0 sur 2. On avait n0 max ici, et on se met à n0 sur 2, on va lire sur la courbe le T1,5. La demi-vie, c'est caractéristique d'un noyau radioactif, ce qu'on avait vu aussi en enseignement scientifique, notamment pour le carbone 14. On vous donne quelques exemples qui sont absolument pas à connaître. Pour l'iode, c'est 8 jours. Pour le césium, c'est 30 ans. Pour le plutonium, c'est 24 000 ans. Pour l'uranium, c'est 4,5 milliards d'années. Oui, c'est pas parce que T1,5 va être grand que quelque chose va être plus ou moins radioactif. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas couplé, surtout quand on regarde le plutonium et l'uranium. L'instant de désintégration d'un seul noyau ne peut pas être connu, mais on peut le prévoir pour un échantillon macroscopique. Ce que je vous ai dit ici, vraiment que l'échantillon soit macroscopique. Et on va se faire la démonstration entre le lien entre la demi-vie et la constante radioactive. Parce que voilà, il y a quand même un lien entre les deux. L'équation qu'on avait tout à l'heure, hein, la solution de l'équation différentielle, le nombre de noyaux à t, noter n pour que ce soit plus simple, c'est le nombre de noyaux à t égale à 0 fois exponentielle de moins lambda t. Je me place à t1,5. À t1,5, le nombre de noyaux, c'est celui qu'il y avait au début sur 2. Là, c'est pareil, sauf que t, bah, c'est égal à t1,5. Les n0 s'en vont. J'ai un demi qui vaut exponentielle de moins lambda
T1 demi. Et pour enlever une exponentielle, il faut mettre ln de chaque côté. Ici, je vais mettre que c'est ln de 1 demi. De l'autre côté, l'exponentielle s'en va. C'est moins lambda fois t1 demi. Je passe le moins de l'autre côté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le moins, c'est comme si ça inversait ici. Donc ça me fait ln de 2. Enfin, moins ln de 1 demi, c'est égal à ln de 2. Ce qui fait que t1 demi, c'est ln de 2 sur lambda. Ou inversement, si vous voulez avoir lambda, bah, ça fait t1 demi sur ln de 2, quoi. 34. Le graphique ci-dessous représente l'évolution de la population d'un échantillon de noyau d'oxygène 15 radioactif. Donc, vous avez le graphique n en fonction du temps, la courbe de décroissance radioactive. Déterminez graphiquement sa demi-vie. La demi-vie, vous vous souvenez, c'est la durée qu'il faut pour que le nombre de noyaux d'un échantillon macroscopique radioactif ait été divisé par 2. Je me place au max. Et au max, on est à 3. C'est moins n0. Puis à n0 sur 2, je vais aller lire sur la courbe le point d'intersection. Bon. Hop. Et on trouve environ 120 secondes. Ça, c'était pour le petit a. Rappelez l'expression de la constante radioactive et la calculer. Là, on vient de vous faire calculer déterminer le T1 demi. Ce qu'on vous demande, c'est la formule que vous avez démontrée tout à l'heure. Enfin, que j'ai démontré tout à l'heure. Je refais peut-être la démonstration. On sait que n, c'est égal à n0 exponentielle de moins lambda t à t1 demi. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que le n, il en reste n0 sur 2. Ça, c'est égal à n0 exponentielle de moins lambda. Et là, on est sur t1 demi. Les n0 se simplifient. Il me reste 1 demi est égal à exponentielle de moins lambda t1 demi. Je vais enlever l'exponentielle en passant tout au ln, ce qui me fait ln de 1 demi est égal à moins lambda fois t1 demi. Je passe le moins de l'autre côté, le ln flippe. On a ln de 2 est égal à lambda t1 demi. Et donc lambda, c'est ln de 2 sur t1 demi. Ln de 2 sur 120. Et en faisant le calcul, moi je trouve 5,78 10 puissance moins 3. L'unité, ici c'est en secondes, hop, c'est en secondes moins 1. De déterminer l'activité initiale à 0 de l'échantillon. Moi sur le graphique, ce qu'on me donne c'est que N0. Je sais que N0, ici, c'était 3 10 puissance 10 noyaux. D'après le cours, l'activité est proportionnelle au nombre de noyaux. Donc, a fortiori, on la réécrit à t égale à 0, et le lambda, en fait, je viens de le calculer. Donc, A0, c'est égal à lambda 5,78 10 puissance moins 3 fois N0, 3 10 puissance 10. Ce qui nous fait... Alors, je ne vais pas considérer le nombre de chiffres significatifs ici en me disant qu'il n'y a pas d'unité. Je vais donc rester sur 3 chiffres significatifs de là. 1,73 10 puissance 8. L'unité de l'activité, ce sont les becquerels. Ce n'est une désintégration par seconde. Quelle est la durée nécessaire à la division par 10 de l'activité de l'échantillon? Là encore, on va faire une démonstration. L'activité et de durée, il va falloir qu'on trouve une relation entre A et T. Dans le cours, on ne connaît que une relation entre N et T. Par contre, on sait que A, c'est proportionnel à N. D'accord? Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va coupler ces deux expressions. Ici, on a que N, c'est A sur lambda. Donc, je me sers de celle-ci.
ça fait A sur lambda est égal à A0 sur lambda fois exponentielle de moins lambda t. Bon, c'est pas très nécessaire parce que les lambda sont bons. Ce qui fait qu'on a exactement la même expression qu'ici en A. Et ensuite, dans cette expression, on vous dit qu'il y a une division par 10 de l'activité. Donc il faut que le A ici, ce soit A0 sur 10. Je vais l'appeler T', d'accord? T', c'est l'instant pour lequel on a A égale à 0 sur 10. Je vais remonter tout ça. O s'en vont de chaque côté. Il me reste 1 sur 10 égale à exponentielle de moins lambda fois T'. Comme tout à l'heure, pour enlever exponentielle, on passe tout ln. Ça fait ln de 1 sur 10 égale exponentielle qui s'en va, moins lambda fois T'. Le moins, je le mets de l'autre côté, vous savez, ça flippe la fraction. Ça me fait ln de 10 est égal à lambda fois T', ce qui fait que T', l'instant on a la quitté divisé par 10, c'est ln de 10 sur lambda. Ln de 10 sur lambda qui valait 5,78, 10 moins 3. Et si on fait le calcul, ça nous donne 390 secondes, soit 6 minutes et 38 secondes. Page 166, vous me le ferez à la maison pour la prochaine fois, on le corrigera ensemble. Je vous ai montré dans l'exercice précédent les méthodes. Donc normalement, c'est à peu près la même chose, tourné autrement. Comme ça, on verra si vous avez bien compris le cours. Hein. Vous voyez, par exemple, on a encore montré que ce qu'on a vu ici, il y aura un graphique à tracer, hein, qui est là. Donc on corrigera ça ensemble. De même, pour l'exercice 45, page 166, vous me le faites pour la prochaine fois pour bien voir si tout a été compris. Par exemple, une équation des intégrations, donc ça me refait ce qu'on a vu au début du chapitre, la constante radioactive, etc. Hein, vous me le faites. On repasse au cours, les applications de la radioactivité. La radiodatation, il existe différents procédés pour dater un événement ancien, comme la mort d'un organisme, la formation d'une roche, etc. On peut en particulier utiliser des méthodes basées sur la radioactivité naturelle des échantillons à doser. Encore une fois, vous l'avez vu en enseignement scientifique de première, et en SVT, et en physique-chimie. Donc les roches, les objets anciens contiennent des noyaux radioactifs, dont le nombre varie avec le temps. Et en mesurant l'activité des noyaux qui restent, il est possible de calculer l'âge de ces échantillons. Donc on a ici, pour le carbone 14, la courbe de décroissance radioactive. Et en connaissant le nombre de noyaux radioactifs qui restent encore, en fait c'est un rapport, le nombre de noyaux de carbone 14 par rapport au nombre de noyaux de carbone 12 qui restent dans un échantillon, on va pouvoir dater, hein, donc en connaissant le rapport, c'est pour ça qu'il y a un 1 ici, c'est un rapport par rapport à ce qu'on a dans la vie. Dans la vie, on a un noyau de carbone 14 pour 10 puissance 12 noyaux de carbone 12, d'accord, par exemple. Donc si on s'éloigne de ce rapport, on va pouvoir calculer l'âge qu'a la chose qu'on date. Donc vous avez quelques exemples ici. Les critères à prendre en compte dans le choix d'un isotope pour la datation. Eh bien, il faut choisir un isotope radioactif qui soit initialement présent dans l'espèce à dater en quantité suffisante. Forcément, si vous voulez dater de l'or et par du carbone 14, ça ne va pas marcher, parce que dans l'or, il n'y a pas de carbone 14. Hein. En quantité suffisante, parce que si tout est désintégré, il n'y aura plus rien à voir. On choisit un isotope radioactif ayant un temps de demi-vie de l'ordre de l'âge de l'ossement à dater, pour les mêmes raisons, parce que si ça ne va pas, il n'y en aura plus quand vous allez dater. Et il faut pouvoir estimer la quantité initiale présente dans l'échantillon. Parce que pour le carbone 14, on le sait, on s'est dit que nous, il y en a un atome pour différence 12 atomes de carbone stable. C'est comme ça, on a pris ça comme base. Hein, il faut avoir une base par rapport à laquelle comparer vos résultats. De même, l'exercice 55, page 166, vous me le ferez pour la prochaine fois. Il s'agira encore d'écrire des équations de formation du chlore. Hein. On a encore 30% de chlore qui a disparu, ça ressemble à l'activité divisée par 10 de tout à l'heure. Bref.
donc vous me le ferez. Utilisation pour l'homme. Certaines techniques d'imagerie médicale utilisent des espèces radioactives appelées des traceurs radioactifs, qui permettent de suivre le fonctionnement des cellules et des organes étudiés. Les traceurs utilisés diffèrent suivant l'organe ciblé par l'imagerie, mais possèdent tous des temps de demi-vie assez faibles. Comme tout à l'heure dans l'iode 123, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ces techniques d'imagerie reposent sur la détection de rayonnement grâce à des détecteurs spécifiques, des gamma-caméras. Il existe différents types de scintigraphie, ce qu'on a déjà vu dans l'activité, dont la scintigraphie thyroïdienne qui permet de suivre le fonctionnement de la glande thyroïde grâce à l'isotope radioactif, l'iode 123, qu'on avait trouvé comme étant le bon candidat vu la durée de l'expérience. Les différentes techniques de radiothérapie utilisent des particules ou des rayonnements pour détruire des cellules cancéreuses. Et donc, vous aurez également le dernier exercice à me faire sur la tomographie à émission de positrons. Ça me permettra de voir si vous avez bien assimilé ou pas le contenu de la leçon. Je vous dis à bientôt.